courant de quoi? Premier mot du rapport, je trouve qu'ils sont intéressants pour placer le contexte, parce que c'est un homme de terrain qui parle. C'est un entretien accordé le 23 décembre 2024 au journal Le Monde. Bertrand Chaboulot, qui est directeur national du renseignement territorial, déclare « Aujourd'hui, les deux risques majeurs pour la cohésion nationale sont le narcotrafic et le séparatisme islamiste. Ce dernier affecte C'est un pointeur, je sais pas si c'est vrai. dans tous les milieux, le sport, la santé, l'éducation. » Et donc c'est le sport qui a retenu votre attention pour cette étude. Et Abel, je me tourne vers toi. Toi qui es sur le terrain en permanence, je ne sais même pas si quelqu'un peut faire plus de terrain que toi, je ne sais même pas quand tu dors, tellement tu es sur le terrain. Est-ce que tu te mets dans les clous de Bertrand Chaboulot, qui est directeur national du renseignement territorial? En tout cas, nier cette réalité, ça serait vraiment être dans le mensonge. Il y a des comportements, effectivement, il y a un entrisme islamiste qui existe. Maintenant, pour avoir une vision un petit peu plus sociologique, cet entrisme qui existe dans le sport, c'est parce qu'il existe dans la société. On est d'accord qu'ils inventent, là. Quand ils disent que le sport commence à se chariariser. Donc en gros, maintenant, tu vas dans un club de sport, limite, on arrête les matchs, on dit c'est l'heure de la prière. On nous prend pour des singes. Pendant des années, le sport a pu servir de digue, en fait, où lorsque le jeune arrivait, il pouvait se désinhiber de ce qu'il était pour rentrer et se fondre dans un collectif. Et on voit que même dans le milieu du sport, la digue a sauté. Donc aujourd'hui, on est encore sur quelque chose de minoritaire. Bien sûr que c'est faux, ironique. C'est mon neveu qui fait du foot. J'ai ma petite nièce aussi qui fait du foot. J'ai jamais vu ces conneries. Mais sur lequel il faut quand même tirer la sonnette. C'est très résiduel, Abel, on va le dire aussi quand même, c'est dans le rapport, en 127 associations sportives identifiées comme ayant une relation avec un mouvement séparatiste, c'est 0,07% des associations concernées. Ça existe, il faut le dire, effectivement Abel, c'est résiduel et c'est beaucoup moins important que dans notre secteur culturel notamment. Ce qui est important de dire on n'est pas aussi, sur un mouvement c'est de qu'il n'y a pas fond, des chiffres. Parce qu'ils veulent pas se doucher tout nu. À cause de ça? Oui, mais il n'y a pas de chiffre officiel. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça dépend des déclarations, ça dépend. Alors, en fait, ça concerne quand même des milliers de personnes, puisque chaque club a quand même des centaines d'adhérents. Des milliers, mais ça reste quand même résiduel. Des milliers, mais par rapport à ce que vous disiez, Abel, si on prend, c'est vraiment une ambition politique, l'entrisme islamiste, c'est pas juste du vent, ça se fonde sur des écrits, et ça se fonde notamment sur les écrits. Non, ils ont dit, ils n'ont pas de chiffres, ironique. Le gars arrive avec un rapport de faux. Ils ont dit, ils n'ont pas de chiffres. Ils le disent eux-mêmes, on n'a pas de chiffres, on pense que c'est des milliers. Ils parlent au hasard. Ils savent pas comment ils le définissent, cette emprise musulman islamique sur le truc. Ils ont même pas les chiffres là, ils nous disent des milliers, 0,7%, c'est ça? 0,7%, c'est de la merde. Hein. C'est quoi? C'est des mecs qui cachent leurs genoux, qui montent leur jusqu'aux genoux. Oh mon Dieu, c'est atroce. C'est n'importe quoi. Écrit d'Hassan Al-Banna, qui est fondateur des Frères musulmans, et d'ailleurs ces écrits sont dans le rapport. Qu'est-ce qu'il dit Hassan Al-Banna? Il parle d'un projet qui est un vrai projet de... Hassan Al-Banna, c'est le grand-père de Zarek Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a en foot ici, lui? Visant... Le rapport a été débat par le Conseil d'État. Notamment via le sport, puisqu'il dit le sport est un moyen pour nous. Nous sommes une idée, nous sommes un dogme, nous sommes une ligne de conduite via un système. J'ai juré que 90% des musulmans savent même pas qui c'est Hassan Al-Banna, ni l'esprit des frères musulmans. Ils ne le savent pas. 90% d'entre eux, tu dis, les frères musulmans Hassan Al-Banna, ou tout ce qui a récité de ces conneries, ils ne savent même pas c'est qui. Qui est celui d'Allah, c'est le premier congrès des frères musulmans, et c'est par le sport qu'il va y avoir ces dérives-là que nous avons constatées et qui concernent quand même des milliers de personnes, avec également un rapport qui avait été un rapport d'audit en fait, c'est une évaluation de la perception des phénomènes communautaires qu'on a eu du mal à avoir, le rapport de la Fédération française de football de 2019, et qui indique bien aussi les choses. J'ai 22 ans, je connais pas. Tu as dit, on est d'accord que c'est faux, quand sais-tu? Mais c'est faux! Ils vont prendre des individus, en fait, ironique ce qu'ils font, ils prennent des individus qui eux-mêmes, dans leur coin, ont décidé d'être en accord avec ce qu'ils pensent être leur foi ou toute leur foi, c'est-à-dire par exemple de cacher leurs genoux, je sais pas, on m'a dit quoi tout à l'heure, de pas se mettre nus devant les autres, ils vont dire « Oh là là, il y a une emprise islamique dans le sport ». Bah non, c'est des individus seuls qui font un truc qui ne va pas en contradiction, qui pour eux n'est pas, pour eux est contradictoire selon leurs valeurs personnelles, et c'est pas comme si les mecs ils se ramenaient. Maintenant, vous allez tous mettre du voile, un voile. Pause. La prière pour tout le monde. Là, j'aurais dit, ok, il y a une emprise islamique. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est... Ah, ils veulent pas prendre la douche tout nus, tous ensemble. Mais attends, faut arrêter les conneries. Comment tu regardes le matin dans un miroir, tout ça, sachant que t'es tout d'un facho, comment tu sens nana? Ah, moi, je peux pas valider ça. Hein. Pourquoi la nudité est si mal vue? Non, c'est une question de pudeur. C'est plus ça, je pense.
Je te répète, sur quoi tu te bases tes observations. Mes observations, je les base sur ce que je vois. Eux, c'est la vraie question, c'est eux sur quoi ils se basent. Moi, en fait, mais c'est pas mes observations, moi, c'est sur quoi eux, ils jugent l'emprise islamique. C'est la question, c'est pas moi, c'est eux qui donnent les chiffres, c'est eux qui disent qu'il y a une emprise islamique. Moi, je veux bien le croire, hein. Mais comment ils la définissent? Ils la définissent pas. Ils la définissent pas. Est-ce que tu te... L'avis de Kevin concerne le craquage de José Mourinho hier soir après la défaite du Fenerbahçe contre Galatasaray en quart de finale de la Coupe de Turquie de buts à 1. Vous aime pas, alors nous, on va vous accompagner, on va vous radicaliser et on risque de perdre certaines qui peuvent être, comment dire, fragiles psychologiquement. Ce qui fait défaut en France, c'est la culture de la prévention, sentir à tout comment la société... Moi, pas du tout. Après, moi, je suis un club particulier. Je suis un club particulier parce que voilà, c'est un club communautaire. C'est un club qui est un club communautaire qui est fondé par des à la base, Mais qui ne l'est pas aujourd'hui. mais qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui est fondé par des immigrants portugais avec forcément une culture particulière, des couleurs particulières, mais qui a toujours été connu pour intégrer et même pour être voilà un très grand mix de cultures, qu'elles soient françaises, portugaises, et on a des gens qui viennent voilà, avec des origines africaines, polonaises, bref, peu importe. Et forcément, déjà, quand toi, tu as une double culture, et moi je le connais déjà en tant que citoyen français, quand tu as une double culture, forcément, tu as une tolérance à l'autre, puisque quand tu as un père martiniquais, une mère portugaise et que tu vis en France, c'est très important. Et en tant que dirigeant, il peut m'arriver de rencontrer une équipe ou même des joueurs qui me demandent pour leur confession d'avoir quelque chose qui, moi, ne serait pas venu à l'idée. Mais par exemple, je sais pas, une salle ou un vestiaire pour pouvoir prier ou je sais pas, d'avoir je sais pas, une journée parce que c'est une fête religieuse, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive, qu'elle soit musulmane. Mais aujourd'hui, c'est le vivre ensemble qui compte. C'est d'être ensemble et de tolérer l'autre. Dans votre rapport, j'ai lu, parce que là on a beaucoup parlé du problème, disons, de l'entrisme, etc. Mais quid du racisme en France? Du racisme sur les terrains de foot, en France, dans toute la France. Du racisme qui est latent, du racisme de l'antisémitisme, bien sûr, qui est latent en France sur tous les terrains. À toi là-bas le portugais, à toi l'italien, à toi le noir. Donc en fait, il y a beaucoup de problèmes qui soient sûrs et en dehors des terrains. Et attention à ne pas en laisser un. Parce que dans le rapport, il y a aussi. Attention au chantage, c'est du racisme, etc. Moi, je veux dire quelque chose. En fait, on parle de quoi? On parle d'un projet politique qui est l'islamisme, qui a pour objectif d'imposer aux autres, sous couvert de foi, Moi, je dis que c'est faux parce qu'ils disent n'importe quoi. Je le sais qu'ils disent n'importe quoi. un comportement sans qu'il y ait la possibilité pour l'autre, éventuellement, d'échapper à l'imposition de ce dogme-là. Lorsque on milite, par exemple, pour qu'il n'y ait pas, pour aménager des vestiaires, pour pouvoir prier, lorsqu'on refuse de saluer un adversaire, lorsque on refuse... Là, elle invente, hein. Elle dit des trucs au hasard, hein. Elle dit donc on impose des vestiaires. Donc il faudrait qu'elle nous le dise où, quoi, comment. Des gens ont imposé, on va là-bas, mais on va absolument un vestiaire pour prier. Elle dit ils ont refusé de dire bonjour aux gens. Faudrait qu'elle. En fait, elle parle au hasard, hein. Elle, c'est sa spécialité, hein. Elle dit ouais, donc on fait ça. Oui, mais démontre. Démontre-le. Donne-nous des cas. De s'incliner lorsque on ne veut pas créer de club mixte sous prétexte qu'on ne veut pas être en contact. Attends, mais non. Mais là, le club mixte, qu'est-ce que ça veut dire par club mixte? C'est pas club mixte. Tous les clubs sont mixtes. Tous les clubs sont mixtes. Là, c'est pas club mixte, qu'elle veut dire. Elle veut dire équipe mixte. C'est pas pareil. Et là, je pense que ça n'a rien à voir avec l'islam. Avec des filles. Lorsque on veut imposer les voiles, pardon, moi je suis une femme. On veut imposer le voile dans le foot? Tu vois, elle dit n'importe quoi. Elle dit maintenant, il y a des clubs qui veulent imposer le voile. Elle dit n'importe quoi. Pour ça, je te dis, ils disent des conneries. Elle dit n'importe quoi. Voile. Au-delà même de ce qu'il représente d'un point de vue politique par rapport aux frères musulmans, puisque c'est l'étendard des frères musulmans. Et parce que le voile, c'est l'islamisme. Non, ils n'ont aucun rapport, hein. Je vais dire juste deux choses. Je pense qu'on ne peut pas omettre le fait que l'étendard de l'islamisme aujourd'hui est le voile, et qu'on voit ce qui se passe en Iran et ce qu'on a en Afghanistan, et qu'on est donc face à un... En fait, ces gens-là, c'est des tarés. On dirait qu'il n'y a que l'Iran et l'Afghanistan comme pays musulmans dans le monde, hein. On dirait qu'il n'y a que ça. C'est deux pays sur des dizaines d'autres. Dogme qui passe d'abord et avant tout par les femmes et par ce voile-là, d'une part. Et d'autre part, moi en tant que femme, pardon, lorsque je vois ce voile sur la tête des filles, voire des petites filles, puisqu'on a vu dans le rapport, il y a des enfants de 9, 10, 11 ans qui se voient imposer le voile par leur famille. Je dis quoi? Je dis que c'est... Son rapport, je veux le voir, hein. Je veux absolument voir son rapport où il y a des petites de 9, 10 ans qui sont imposées par leur famille.
Je veux le voir, son putain de rapport, c'est pas possible. Un signe de patriarcat, et je dis que Tiens, regarde l'étude, je peux pas, le truc il est mort. ce voile-là, il vient dire à la femme, tu es un objet sexuel et tu es responsable du désir que tu inspires chez l'homme. Et c'est donc le symbole par définition de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ces femmes-là, je ne dis évidemment pas que toutes les femmes qui portent le voile sont des islamistes, je dis qu'elles se font manipuler par cette idéologie. Attends, elle, c'est la meuf qui remplace Meher Habib? C'est la meuf qui a remplacé Meher Habib, hein? Non, dis-moi pas que c'est elle, c'est pas la sioniste d'Ether qui vient nous parler de ça, c'est une dinguerie si c'est ça. C'est la députée israélienne. Et on va nous parler... Attends, c'est cette députée israélienne qui vient nous parler de communautarisme. Mais son rapport, c'est qui? C'est un rapport fait par Tzal. Communautaire israélien dans le sport, la Source et César sont des rapports Mission Flash. L'absence de règles... Non, mais là, tu nous as rapport un truc ramené par Tzal. Là, et que, je pense en tous les cas, il y a des histoires différentes derrière chaque je pense en tous les cas que c'est le symbole de l'inégalité entre les hommes et les femmes, et que le sport doit être le symbole de l'égalité entre les femmes et les hommes. Abel également qui est sur le terrain, parce que vous avez beaucoup donné la parole et écouté des témoins, des éducateurs. Là, on a aussi quelqu'un, c'était pas votre cas, qui vit sur le terrain, parce que vous n'êtes pas dans les clubs. Totalement. Ce qui est dommage, Nico, justement, ce qui est dommage, c'est que dans le rapport, il y a beaucoup de clubs auprès desquels vous êtes allé enquêter, que vous avez rencontré, des témoignages. On a cherché à les avoir, aucun n'a voulu venir parler. Oui, il y a une Mais bien sûr, parce qu'il y a quand même une terreur de s'exprimer. C'est que s'ils avaient voulu dire non, c'est pas vrai, non, dans notre club il ne se passe pas ça, nous on leur a donné la possibilité de venir s'exprimer. Ils n'ont Bien pas sûr qu'ils viennent pas dans ton putain de plateau de facho. voulu. Jamel Sanjak a refusé de venir. Ils n'ont pas voulu venir parler. Moi, ça me perturbe parce que il a pas refusé, Non. En fait, les gens ne veulent pas venir parce que ton putain de plateau de facho, ça les intéresse pas. Ils disent, ils veulent pas venir parce qu'ils ont peur. Vous avez vu comment ils tournent le truc? Ils veulent peut-être pas venir pour X ou Y raison. Mais eux, ils chantent ça, hein. Ils ont peur. Ils osent pas venir parce qu'ils ont peur. Vous voyez la manipulation? Non, mais il pouvait nous mettre à dispo d'autres gens. Oui. On n'a pas eu de nouvelles. Moi, je trouve, écoute, moi, ça m'emmerde parce que nous, on donne la parole à tout le monde. Et j'aime pas quand les gens ne veulent pas répondre. Je précise que Jamel a sollicité des personnes qui n'ont pas voulu venir. Ah oui, mais ils n'ont pas voulu venir, c'est quand même. Mais parce que Caroline, on passe une pause, malheureusement. On est tenu par le chrono également, on va prolonger. Et je vais écouter aussi Abel sur le sujet. Reste avec nous, c'est l'after sur RMC, à tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot. C'est quand même un sacré CSC, hein. Quand on sait que le Maccabi, tout ça là, de Lyon, ils ont tous la kippa quand ils jouent. RMC, d'aller au Parc des Princes notamment, gagner vos 2 places dès à présent, vous avez 5 minutes, il faut envoyer PSG au 732-16, PSG au 732-16 pour venir ici en studio mercredi soir prochain, aller au Parc des Princes avec la personne de votre choix et revenir ici pour le débrief dans l'after de ce PSG Aston Villa quart de finale, aller de Ligue des Champions. Alors on évoque la mission Flash, oui Daniel? Je vais faire la parenthèse classique parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, comme on sait que ça arrivera, autant quand même le dire. Et nos deux invités ont dans leur vie milité dans des associations qui combattaient le racisme. Donc, étant donné qu'on sait très bien que sur les réseaux sociaux ça va prendre feu, mais qu'on ne veut pas se soumettre à ce diktat des réseaux, évidemment que Abel, comme d'habitude, sera traité de bounty dans pas très longtemps, que moi je serai le facho, et vous, Madame la députée, je vous connais pas, donc je sais pas ce que vous serez. Moi, je serai la pire des pires, l'extrême droite, je ne sais pas trop quoi encore. Pourquoi il fait l'hypocrite? Il a dit le Renoir sera le bounty, lui sera le facho. Pourquoi? Bah dis-le. Dis-lui ce sera la sioniste ou la juive de service. Là, il bug pour dire ce mot-là. Il bug pour dire le Renoir, Bounty, lui le facho. Mais pourquoi tu bugs? Pourquoi tu bugs? Tu sais très bien qu'il y a des juifs, hein, des Français, des protecteurs d'Israël en France. Non, mais il a pas de couilles. Moi, je me suis dit, il a dit Bounty, il va jusqu'au bout de son délire, même pas. Vous êtes Renaissance, il me semble, du camp Macron. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ne jamais s'empêcher de faire ces débats. On l'a toujours fait dans l'affaire depuis 20 ans, peu importe les réactions qui sont ce qu'elles feront. Et c'est pas Daniel a toujours donné la parole à tout le monde. Ici, dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui dénoncent l'essentialisation des femmes voilées, notamment, qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des femmes qui portent le voile par conviction, que c'est pas soumis. Et je voudrais rebondir sur le propos d'Abel tout à l'heure et interroger Madame la députée sur le côté contre-productif, finalement, si j'ai bien compris votre propos, Abel, que pourrait avoir l'interdiction du port du voile. Avoir votre avis là-dessus. Est-ce que finalement, ce serait pas aller contre l'objectif de lutter contre le séparatisme que isoler déjà en 2004, lorsqu'on interdit le voile à l'école. Alors j'aimerais répondre et ensuite donner 2 exemples concrets de terrain. Concernant les femmes voilées, que ça puisse faire peur, on va dire, à une certaine France, ça ne me dérange pas parce que le choc des cultures crée toujours des peurs et des craintes. Mais il ne faudrait pas que l'on puisse dire que 100% des femmes voilées se verraient imposer ce bout de tissu ou autre. Et l'autre discours que j'entends beaucoup, c'est qu'une femme voilée en France ne prendrait pas la défense d'une femme qui chercherait à ne pas porter le voile en Afghanistan, par exemple. Ce qui est totalement faux. Il y a de tout. Maintenant, moi je dis toujours que la question sportive ne doit pas être mise à part de la question sociétale. Je vais donner 2 exemples rapidement. Et j'ai eu l'autorisation de personnes dans le centre de formation de l'en avant Guingamp. Il y a une semaine à peine, mercredi soir, vous avez 15 jeunes qui sont arrivés avec des machettes, des couteaux,
et des battes, comment dire, en fer et en bois pour pouvoir fracasser un U19. Pourquoi? Parce qu'il a eu la malchance d'être sorti avec une jeune fille qui est dans un processus de radicalisation religieuse et qui a fait un appel dans le quartier où elle habite, sur les réseaux sociaux, au nom de la religion, pour qu'elle puisse être vengée et que son honneur puisse être lavé. Et je... Non, 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 non. Non, 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 non. C'est quoi ce truc de science-fiction? Attends, je résume. Je résume ce qu'il vient de nous dire là. Il nous a dit, il y a une meuf, elle est sortie avec un mec. Ensuite, aujourd'hui, elle est en processus de radicalisation. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, bref, elle va à la mosquée, peut-être, elle fait la prière. Et du coup, comme elle était à l'époque sortie avec le mec, elle a lancé un appel, on sait pas où, peut-être à la mosquée. Elle a dit, ce mec-là, je suis sorti avec lui, allez le frapper! Il ose rappeler que je suis sorti. Et les mecs, 15 gaijos sont allés dire, on va le frapper au nom de la meuf? Mais ça existe où, ça? Ça existe où, ça? Même Balti, qui joue l'islamiste, ne ferait pas ça pour une meuf qui dirait ça. C'est quoi cette histoire? T'as des mecs, leur sœur, elle se fait ken tous les jours là. Les mecs, ils se déplacent même pas. Et là, genre, ils ont dit, elle a réussi à ramener 15 gadgets avec des pattes pour aller rouler un mec de 19 ans. Mais au bout d'un moment, faut arrêter la Zumba, c'est quoi cette histoire? Non, mais je veux dire, cette histoire m'a l'air farfelue. Ils sont arrivés avec des machettes et des battes. Mais c'est quoi cette histoire? Mais comment tu veux que je prenne ça au sérieux? Non, franchement, là, non, mais je veux le dérouler, je veux un truc avec des facts. Pour moi, c'est la preuve que la femme qui dirige chez les Arabes, c'est pas l'inverse. Elle a donné l'ordre, les 15 sont allés avec des battes et des machettes, frère. Wesh, mais on est où? Mais ça n'a rien à voir avec le sport, pour le coup. Il ne faut pas dire que ça n'a rien à voir. En plus, ça n'a rien à voir avec le sport. En plus, ça n'a rien à voir avec le sport. Ça n'a absolument rien à voir avec le sport. Mais son histoire m'a l'air totalement rocambolesque. Dans un club de sport. Oui, mais en fait, c'est une histoire qui se passe à l'extérieur du club. Attendez, il faut pas tout mélanger. Effectivement, c'est dramatique. Cette histoire est dramatique, bien sûr. Et tu vois, le mec en plus, il win Pintou. De l'enceinte même des associations C'est des gamins de centre de formation. C'est des gamins de... Non, on dit... Ah, mais ça n'a rien à voir avec le sport, l'embrouille. C'est censé faire en sorte que tout le monde... C'est la réalité. C'est pas une leçon. Non, ils disent n'importe quoi. Le mec, il a dit ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, en fait, il dit oui, mais c'est les gamins on s'en bat les couilles qu'ils soient en formation. Ça n'a rien à voir, le conflit n'a rien à voir avec le sport ou le foot. Et dans les centres de formation, si tu parles à Abel, tu as l'occasion, je te le souhaite, de parler des heures et des heures de tout ce qu'il voit dans les centres de formation. Je peux t'assurer que les séparations, l'essentialisme, les séparations par race et tout ça, la place du religieux, la grande nouveauté du carême, les séparations par race maintenant, au même titre que toutes les autres. Il y a des séparations par race. Dans les clubs, des séparations par race. Oh, il dit des dingueries. Partout. Donc ne dites pas, c'est un problème de société, c'est pas le sport. C'est un problème de société, c'est pas le sport. Oui, et bien le sport est un reflet de la société. Oui, mais le foot, je peux t'assurer, est un énorme. Mais tu vas pas. Et le deuxième exemple, très rapidement, au Noisiel Foot Academy, pareil, il y a quelques semaines, vous avez le président du club et un éducateur U19 qui ont été menacés de décapitation par 3 parents. Par 3 parents, parce que certainement les enfants, ils étaient... Ok, quel rapport avec l'islamiste? Par décapitation. Ok, ces gens-là, c'est quoi? Ils travaillent pour Daesh? Les mecs ont dit on va t'égorger. C'est quoi? Ils travaillent pour Daesh, donc c'est la religion apparemment. Ou c'est quoi? C'est un athée? Ils ont dit tu es athée, on va te décapiter. Ils disent n'importe quoi, ces mecs-là, c'est une folie. C'est une folie. Remplaçants ou autres, et les parents n'étaient pas contents. Et en plus, ça s'est passé devant le fils du président qui, jusqu'aujourd'hui, est extrêmement traumatisé. Donc moi, j'essaie d'avoir une vision sociologique et je pense que c'est une erreur de séparer ce qui se passe dans un club de ce qui se passe dans la société. Ce qui manque dans ce rapport, l'approche sociologique. Voilà, c'est l'approche sociologique, ce n'est que la prolongation. Pourquoi? Parce que tu dis n'importe, la sociologie, elle pue la merde. La société est structurée. Vous avez des ghettos de riches, vous avez des ghettos. Oui, il a dit le carême. Il a dit même les gens veulent faire le carême aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Vous avez des ghettos dans les cités, vous avez des ghettos dans les campagnes, avec des personnes effectivement qui peuvent être responsables de mauvaises pratiques religieuses, mais des personnes qui peuvent être victimes de discrimination, des jeunes qui ont des exemples de personnes qui ont des bacs plus 3, 4, 5, qui sont obligés de faire femme de ménage ou autre, il n'y a pas de sous-métier, mais qui ne peuvent pas travailler à la hauteur, et ça crée de la ghettoisation, ça crée du repli sur soi-même, et ça crée des personnes qui ne veulent fréquenter que des personnes qui ne ressemblent pas. Pour vous répondre, on est bien en train de parler d'une étude de ce qui se passe dans les clubs de sport, dans les associations sportives. Mais il ne faut pas le séparer de ce qui se passe dans la société, tout est lié. Mais je ne le sépare absolument pas, et c'est donc pour ça que je vous disais... Le sport est moins touché que d'autres secteurs. Exactement, et c'est pour ça que je vous disais que par exemple dans mon club, mais c'est le cas dans, allez peut-être pas, mais dans 99% des clubs et des associations, je ne nie pas du tout le fait qu'il puisse y avoir des problèmes, c'est certain, mais dans 99% des associations, il y a quand même un mélange. Le debunk du rapport, le rapport ironique, ni toi ni moi l'avons lu. Donc tu parles de debunk d'un rapport imaginaire, d'un rapport qui eux disent avoir lu, on ne sait pas quel est le contenu, qui ont pris des éléments, on ne sait pas d'où ils ont sorti en contexte pour appuyer leurs propos clairement racistes, islamophobes.
des échanges qui par la voie du sport, en tout cas nous ce qu'on connaît ici, c'est le foot, par le football, où on a tous côtoyé, Daniel y compris, des gens de confessions différentes, qu'elles soient musulmanes, juives, chrétiennes, bouddhistes, ce que vous voulez, eh bien ça rapproche. Mais je suis d'accord. Et quand les valeurs, Eh bien, il faut éviter l'entre-soi. mais oui, mais on évite l'entre-soi. Mais oui, mais justement parce que ça arrive sur cette nature. je sais bien que votre rapport était pour signifier un problème. On a compris. Moi, tout ce que je rappelle, c'est qu'une fois qu'on a signifié le problème, c'est ce que vous avez bien fait, pas de souci. Il faut aussi rappeler, ce qu'on ne fait pas assez, je trouve, sur les plateaux télé, notamment politiques, mais pas ici forcément, qu'il y a 1% peut-être moins qui pose des problèmes, mais il y a 99% qui aident la société à mieux vivre ensemble. Alors, non. Attention au risque de stigmatisation d'une communauté, c'est François Bayrou qui l'a dit hier justement. Mais attention aux nos 9 petits- millions de mais compatriotes attention, musulmans. mais oui, mais C'est François Bayrou qui l'a dit. Hein. c'est petit. La stigmatisation, on a enlevé le chat, il y a quelques commentaires. Très franchement, Daniel, le chat n'existe pas, donc voilà. ok, moi je l'ai sous les yeux. Il y a des commentaires qui en matière de stigmatisation sont assez costauds quand même. Daniel. Pardon, mais c'est une honte intégrale. Daniel, il faut qu'on reste tranquille quand même, on donne la parole à Caroline Diador, allez-y. Alors, c'est justement ces petits renoncements, en fait, qui font que les valeurs d'intégration, les valeurs d'égalité deviennent beaucoup moins importantes que l'entre-soi religieux. Je m'explique. À les entendre, Les fédérations sont délégataires d'un service public, c'est-à-dire qu'elles sont liées à l'État. L'État, c'est la laïcité. Lorsqu'on a interdit le voile à l'école, c'était une règle, tout le monde l'a respectée. Lorsque le Premier ministre à l'époque, Gabriel Attal, a dit que non, on ne devait pas porter la baya, eh bien, tout le monde l'a respecté. Il y a eu que très très peu en réalité de jeunes femmes qui se sont dit non. À partir du moment où l'État dit quelque chose, et l'État doit être fort par rapport à ça, parce que derrière, la laïcité, ça signifie quoi? C'est la liberté en réalité. C'est la liberté. Bah non, c'est pas la liberté, c'est que tu de l'imposes, chacun des pauvre conne. individus, de ne pas subir de pression de quelque communauté que ce soit, parce que ce qui compte, c'est d'abord l'individu, ce qui compte, c'est d'abord le citoyen, ce qui compte, c'est d'abord le sportif, avec Bah son non, maillot de sportif. bah là, t'as la pression de l'État, elle est débile. Et non, en aucun cas, autre chose pris dans son individualité, celle-ci elle existe et c'est la liberté que chacun a de pratiquer dans sa sphère privée. Mais si on a, mais bien sûr, mais pourquoi on parle d'islamisme? Parce que dans le rapport et parce que dans toutes les auditions qu'on a fait, il y a un problème et il faut le dire, il ne faut pas hésiter à le dire parce qu'on a peur derrière de se prendre, de se prendre des coups de boutoir. Oui, aujourd'hui le problème, il vient de l'islamisme, ça ne veut pas dire qu'il vient du musulman, ça veut dire qu'il vient de cet islamisme-là, qui est l'islam dévoyé. Et tout à l'heure vous disiez oui, en réalité ça ne représente rien, mais pardon, il y a un rapport qui date de 2019, c'est un audit qui a été fait par la Fédération française de foot. 2019, c'était il y a quand même un petit peu de temps et depuis, je peux vous dire que ça s'est aggravé. Mais qu'est-ce qu'il dit ce rapport en 2019? Je vais vous citer juste quelques phrases. Il parle de déni généralisé. Il parle de constat sans équivoque de la montée en visibilité du phénomène religieux dans les clubs. Il parle d'ampleur du phénomène et d'accélération des revendications religieuses. Moi, J'ai un rapport 2022 recommandé par le ministère de l'Intérieur. Oui, mais ça, c'est le rapport de la Fédération de foot. Le ministère des Sports, pardon de le dire ici, et je le dis. Le ministère de l'Intérieur. Oui, mais parce qu'on parle de. Mais non, le renseignement territorial dit que le phénomène s'observe principalement dans les sports populaires, que le phénomène existe, mais parce que, pardon, il y a une différence entre la radicalisation et le risque terroriste pointé par le ministère de l'Intérieur et cet entrisme-là, j'allais dire d'atmosphère, avec ce que j'ai décrit tout à l'heure, les vestiaires, les revendications des sections féminines, les aménagements pour que les femmes ne croisent pas les hommes, les refus de serrer la main, etc. Voilà. Donc, oui, mais c'est différent, voyez. Qui pourrait être posée, c'est au-delà de toutes ces polémiques-là à chaque fois, elles peuvent ou elles peuvent pas. Ailleurs, il se passe ça, dans notre pays, ça se passe comme ça et tout. Est-ce que la France, de par son histoire, a le droit d'avoir un modèle et de suivre ce modèle? Et ce modèle, vous savez quel il est, c'est celui qui fait la une de l'actualité régulièrement, à savoir pas de signe distinctif parce que on a un modèle qui est la laïcité. Je le disais tout à l'heure, c'est toi la première fois, c'est toi le premier qui m'a parlé de ça, en me disant oui, jusque-là on connaissait énormément de revendications de jeunes musulmans sur les terrains, c'est une réalité. Je découvre que la réponse à cette forme de revendication religieuse, c'est parmi plein de jeunes la montée d'un christianisme qu'on ne voyait pas, avec des jeunes avec des maillots un peu comme les chrétiens. C'est un retour religieux. Voilà, en fait, ce retour religieux avec peut-être un peu un leader, avec plus, mais d'autres qui sont en train de suivre. Moi, je réponds, est-ce que la France a le droit d'avoir un modèle pour qu'on ne vive pas ça et qu'on ne se fracture pas encore plus qu'on ne l'est pas? Parce que c'est Jacques David qui intervient régulièrement avec nous dans Génération After qui m'envoie que, effectivement, dans les tournois de jeunes, des gamins célèbres avec des t-shirts de Jésus ou des bandeaux, c'est notamment arrivé au tournoi de Montaigu avec l'équipe de France U16. Donc voilà, il y a un retour religieux. Je précise aussi ce qu'a dit Philippe pour être très complet, parce qu'on va avec la politique. Il a dit qu'une interdiction générale absolue du port du voile dans le sport serait contraire à ce qu'est la laïcité en France. Après, la laïcité, c'est aussi la neutralité de l'État. Abel. Alors, je vais répéter, j'ai commencé mon propos en disant que cette réalité existe, qu'on est encore à un stade minoritaire, mais en gros, c'est pas parce que c'est minoritaire qu'il ne faut pas déjà sonner la sonnette d'alarme. Moi, le discours de Je attention. veux dire, le rapport, ouais, quelqu'un qui a mis dans le chat un rapport religieux, monsieur, c'est qui? Moi, je veux bien. Bon, je pense que ça se voit, je suis noir, d'accord. Moi, j'en ai marre aussi de voir des gens qui parlent à la place des Arabes, à la place des Noirs, comme si on était une masse homogène où tout le monde pensait pareil. Mais c'est faux. On sait très bien que les premières personnes qui sont éclaboussées par ces attitudes, ce sont les musulmans eux-mêmes. Il faut pas croire que tout le monde est en train de se dire arrêtez de vous stigmatiser. Et au contraire, beaucoup de musulmans qui veulent parler. T'es noir, mais il est où le musulman? Qui veulent dire nous, c'est pas nous ça. On en a marre de ces gens qui salissent notre religion, qui nous salissent au quotidien. Et ben on les entend pas parce que même sur les plateaux télé, on invite toujours les mêmes, les arrêter, les nous stigmatiser, comme s'il fallait nous enfermer toujours dans un discours victimaire. Il est en train de dire il n'y a pas assez de bounty. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire il n'y a pas assez de bounty comme moi à la télé. Il est en train de dire ça. Hein. Il dit il faut plus de bounty comme moi. Trouvez-les les musulmans bounty. Il y en a. Faut les trouver. Allez-y. Vous avez bien trouvé un noir bounty.
Allez-y. Sauf que parfois, quand tu invites justement des interlocuteurs musulmans, tu sais ce qu'ils prennent dans la gueule derrière quand ils rapportent sur le discours. Mais ils ont les mêmes réactions que toi quand on traite de Bounty. Il y a des gens qui ont vendu, mais dans les clubs, mais bien sûr que dans les clubs, il y a Là, il sait que c'est un Bounty. Hein. par exemple musulmans, mais qui Quand toi, on te traite toujours de Bounty, c'est pas pour rien. Mais ce que je comprends pas, c'est comme si, quand on rappelle les faits, Ah, c'est une dinguerie. D'avoir invité elle pour parler du voile, c'est une dinguerie. Comme ça, café, comme ça, on représente sans qu'immédiatement, nous on le fait, je dis. On reparle, hélas. Difficilement aujourd'hui dans notre société parler de ce genre de choses sans qu'immédiatement on nous claque à la tronche un problème de stigmatisation. On verra le débat ensuite. Qui ici, et ça donne les victimisations. Peut-être c'est peut-être la question que ce débat prend par rapport au caractère peut-être encore résiduel. Mais non, il n'y a pas de caractère résiduel. Non, 5%, 10%, on est en 2019. L'ampleur du phénomène, il n'est pas résiduel. Est telle qu'on assiste maintenant à des aménagements informels de la pratique religieuse en pleine contradiction avec les règlements de la Fédération de football. Exemple, c'est des citations. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Il y a un deuxième vestiaire à côté de celui que nous utilisons qui est libre. Il y a ainsi tout le temps une salle disponible. Autre citation. Des clubs ont des salles de prière, on les connaît. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait. D'autres qui demandent des salles de prière. Le principe de neutralité, certains clubs ne le respectent pas dans certains domaines. 2-3 joueurs sont capables de s'arrêter en plein entraînement pour faire la prière. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Il y a un deuxième vestiaire à côté, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'un enfant doit être d'abord un enfant de la République. C'est pas un autre enfant, c'est un citoyen libre. Et cette liberté-là, elle doit pouvoir s'exercer sans aucune pression extérieure. Et c'est la raison pour laquelle la neutralité dans le sport existe et qu'il faut absolument que l'État soit fort. Et ça concerne toutes continuer à la faire respecter. les religions. On a parlé de carême. Il y a aussi des clubs de confession juive qui sont ouverts aussi, comme le Maccabi Créteil ou Sarcelles. Oui, mais enfin, il n'y a pas de comportement ostentatoire, de comportement qui veut amener absolument l'autre. Non, mais en l'occurrence, ça concerne l'islamisme. Ce qu'on a entendu et les déclarations, c'est sur l'islamisme. Merci, Céline. Je rappelle que votre rapport, on peut le lire si on veut le faire sur le site de l'Assemblée nationale également. On peut lire en intégralité, ça c'est voilà, exactement, ça c'est la version. Voilà, très bien, merci à vous. Merci à Abel également. Merci à une dédicace au commun avec Daniel Abdoulaye-Conté qui nous écoute et qui m'a demandé de le saluer. Merci, salut aussi Abel Goyot, c'est un bel exemple. À très vite sur RMC. Merci. Dans un instant, on prolonge forcément ce sujet, on a d'autres choses à faire. Je crois que Kevin parlait de José Mourinho. À tout de suite sur RMC. RMC, l'afterfoot. Attends, mais ils ont dû se faire fumer sur Twitter de folie. Hein. Alors, on va regarder le debunk du rapport là. Apparemment, il y a des vidéos de debunk du rapport. Mais l'afterfoot là, oh là là, ça a dû se faire finir de folie. Le super sujet de l'after, le foot va-t-il trop communautaire? Daniel. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Bonjour, bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut les amis. En fait, le mythe du joueur qui a réussi sa sortie. Afterfoot, il y a 10 heures. Oh non, ça ne parle pas tant que t'attends récent. Afterfoot. Ah bon, il y a trop de trucs. Donc allons sur le debunk. Il y aurait urgence. Il faut interdire le voile dans les compétitions sportives. L'extrême droite. Tout est bidon dans le rapport. Non, moi j'ai pas dit tout est bidon dans le rapport, je l'ai pas lu. Je dis ce qu'ils disent, c'est bidon. La droite et une partie des macronistes s'accordent sur une volonté, interdire le port de signes religieux dans le sport au nom de la lutte contre la radicalisation. Le voile est l'instrument d'un projet politique échafaudé par les architectes d'un islam radical. Vive le sport et donc abat le voile, bien sûr. Il n'existe pourtant aucun lien de cause à effet entre sport et radicalisation. Mediapart révèle comment un rapport qui contredit la communication du gouvernement a été soigneusement enterré en 2022. Il démontre que les données collectées échouent à montrer un phénomène structurel, ni même significatif de radicalisation ou de communautarisme dans le sport. Malgré tout, l'exécutif s'engage dans cette offensive inédite. Elle aura pour conséquence de bannir toutes les Françaises qui portent le voile des compétitions sportives. Mais qu'elle soit une, c'est une de trop. Le voile est autorisé actuellement dans les compétitions sportives. Et là, il le sera. Ah bon, là, il n'y a rien. De la question du voile, de son interdiction potentielle, en l'occurrence au sein des compétitions sportives. La question a été posée fin février par une proposition de loi déposée au Sénat par la majorité Les Républicains. Question qui rebondit en ce moment même avec le gouvernement qui s'en mêle. Gérald Darmanin nous a dit, si le gouvernement n'a pas une position claire sur le voile dans le sport, je démissionne du gouvernement. Donc c'est vous dire si la question a pris un tour absolument dramatique. François Bayrou a dû convoquer les ministres concernés pour faire cesser la cacophonie et les appeler à la solidarité. La position officielle du gouvernement, elle a été énoncée à l'Assemblée nationale par Aurore Berger. Il n'y a qu'une seule ligne au sein du gouvernement, c'est celle portée par le Premier ministre, et cette ligne elle est très claire. Évidemment, la lutte déterminée contre toute forme d'entrisme islamiste. C'est le moment où il faut resituer là quelques faits. Déjà, cette fameuse question de l'entrisme. La seule ressource que j'ai trouvée, c'est cette carte blanche que le Nouvel Obs a donnée à Seguir Lazri, sociologue du sport, rattaché à un laboratoire de l'EHESS, et qui justement nous parle du port du voile et de l'entrisme dans le sport. Ce que dit ce papier, c'est que si certaines femmes qui portent le voile évoluent dans un environnement qui pourrait être propice à la radicalisation, alors le fait qu'elles viennent pratiquer un sport et qu'elles puissent dans ce sport continuer de porter leur voile, ce qui est sans doute une condition même de leur pratique,
pratiquent, alors le fait même qu'elles viennent pratiquer un sport est au contraire un vecteur d'intégration et d'émancipation. La proposition du gouvernement, la revendication de la droite, de l'extrême droite, du printemps républicain, aurait, si on suit les travaux sociologiques qui sont cités par ces chercheurs, aurait littéralement l'effet inverse de l'effet recherché, donc sacré but contre son camp quand même. L'une des rares sources qui semble pointer vers l'existence d'une radicalisation dans le sport et d'un communautarisme et d'un entrisme dans le sport, c'est le fameux papier rédigé par Julien Audoul et Caroline Yadan. Il était dénué d'expertise. Attends. T'es mal rapport ironique, c'est qui l'a fait? Julien Audoul, c'est-à-dire un sioniste d'extrême droite homosexuel et une sioniste. Le rapport, il est des deux. Théma qui a fait le rapport. Comme si tu allais faire un truc pour parler de l'antiracisme et on allait demander ça à Rochdi ou à Conversano. Conversano, fais-nous un rapport sur le racisme en France. Oh, la folie du rapport. Oh, la folie. C'est pour ça qu'elle était dans le plateau, en fait. Son rapport de merde. Ah ouais, non, oui, bah, à partir de là, je vais même pas le lire. Ça me m'intéresse même pas. Il n'a donné la parole à aucun sociologue, sinon un ancien policier, bon, alors, par ailleurs, il est peut-être bon sociologue, mais bon, sinon un ancien policier, sinon une sociologue qui fait partie du projet Périclès, donc le projet de Pierre-Édouard Stérin, c'est-à-dire un projet d'influence d'extrême droite, hein, tout simplement, et puis le journaliste Daniel Riolo. Bon, on voit que là, la tribune en question, au contraire, nous donne du grain à moudre et montre que, à contrario, la sociologie du sport est évidemment beaucoup plus nuancée sur cette question. Mais surtout, on a un autre rapport qui est un rapport intéressant, regardez, puisque c'est le rapport de l'IHEMI, l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Tiens donc, pourquoi tu demandes des excuses? Ironique, il a... Non, mais je vois, ça attrape le col. Ironique, tout ce qu'il a dit, c'est... Qu'est-ce qui nous prouve que le rapport, ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux? Il a raison, la question de Ironique était légitime. Je vois que vous essayez d'attraper son col. Même moi, je n'arrive pas parce que moi, dès le début, j'ai senti la patate. Mais sa question était légitime. Lâchez sa veste. Sa question était légitime. Mais moi, j'ai senti la patate dès le début. Dès le début, j'ai dit, non, ce truc-là, ça sent la merde. Bon, là, maintenant, je sais qu'il a écrit le rapport. Bon, là, j'ai même plus de doute. J'ai pas besoin de le dire pour savoir que c'est biaisé. C'est clairement biaisé, pas de doute. Qui date de 2022, qui a été établi directement par l'administration de Bruno Retailleau. Il n'était pas à l'époque ministre de l'Intérieur, mais c'est un rapport officiel. Un terrain de radicalisation ou de prévention, exploration des radicalisations dans le sport associatif. Les données collectées en entretien échouent à montrer un phénomène structurel, ni même significatif, de radicalisation ou de communautarisme dans le sport. Les radicalisés sont significativement moins sportifs que la population générale. Les associations sportives sont très faiblement touchées, et moins que d'autres types de structures, par le communautarisme. On est dans la phase de synthèse, on a cette phrase qui est évidemment très importante. Le sport structuré est déjà investi de multiples enjeux qui le rendent relativement incompatible avec une dérive radicale collective ou un entrisme dissimulé. Première conclusion, il n'y a pas de phénomène de radicalisation ni même de communautarisme significatif dans le sport. Deuxième conclusion, le sport amateur n'est pas un terrain d'entrisme, quel que soit ce que ce terme signifie. Au terme de cette exploration, on voit bien combien est-ce que le gouvernement joue sur des fantasmes, prend prétexte d'un problème imaginaire que serait celui de l'entrisme dans le sport pour créer une panique morale, alors même que quand on va voir du côté des sources rigoureuses, des sources indiscutables, que ce soit d'un côté la recherche, de l'autre les services du gouvernement lui-même, on se rend compte que le problème est bien moins prégnant que cela, voire que le problème n'existe pas tout court. Une fois qu'on a posé cela et qu'on a vu combien est-ce que ce problème qui est aujourd'hui présenté comme par le gouvernement comme vraiment le problème du moment, enfin j'ai rendu compte, Gérald Darmanin a menacé de démissionner. Une fois qu'on a débusqué, débunké, déconstruit l'importance de cette question, on peut revenir à ce que disait Aurore Berger. Cette ligne, elle est très claire, c'est le soutien à la proposition de loi amendée qui a été portée au Sénat. Il n'y a aucun signe religieux ostentatoire qui doit pouvoir être porté dans les compétitions sportives. Pas d'entrisme islamisme, pas d'intégrisme religieux, pas de signe religieux ostentatoire dans les compétitions sportives. C'est le soutien du gouvernement à la proposition de loi dont vous pourrez débattre. Pas de signe religieux ostentatoire dans les compétitions sportives, c'est la position du gouvernement, elle est très claire. Il y a plein de problèmes dans cette phrase. La phrase repose sur un mot qui est un mot évidemment capital et qui est un mot qui n'existe pas dans le droit français en matière de signes religieux, qui est le mot ostentatoire. Au moment où, en 2004, le législateur a cherché à interdire les signes religieux à l'école, la question s'était posée d'interdire les signes ostentatoires. Qu'est-ce que ça veut dire ostentatoire? C'est qui est porté pour être vu, dans la volonté de l'afficher. Si ce concept il peut avoir un sens dans la vie, il ne peut absolument pas fonder une législation. Parce que comment savoir si le signe que tu le portes pour le montrer, pour qu'il soit vu, ou si tu le portes simplement pour toi, pour des raisons qui te sont propres et personnelles. C'est impossible à déterminer. Ce mot ostentatoire n'a pas été retenu en 2004 dans la loi. Le mot qui a été retenu à la place dans la loi qui interdit les signes religieux à l'école, c'est le mot ostensible, au vu et au su de tous. Ostensible, c'est qui peut être vu. Ostentatoire, c'est qui est porté pour être vu. Aurore Berger ici, quand elle reprend dans sa bouche le mot ostentatoire, faisant mine de croire que c'est un mot qui a un sens dans la législation française, déjà elle se trompe. Elle ne fait qu'étalage de son ignorance. Deuxième élément, je vous rappelle tout de même que, au terme de la loi de 1905, consacrant la séparation des églises et de l'État, l'État français ne reconnaît ni ne soutient aucun culte. Je vous rappelle par ailleurs qu'au terme de l'article 1er de notre Constitution, les hommes et les femmes en France naissent libres et égaux en droit sans distinction de religion. La combinaison de ces deux textes
entraîne la conclusion inexorable suivante: il est anticonstitutionnel et illégal en France de rédiger une loi qui ciblerait une religion en particulier. Tu ne peux pas aujourd'hui faire une loi pour interdire le voile où que ce soit. Tu ne peux pas faire une loi pour interdire le voile à l'école, tu ne peux pas faire une loi pour interdire le voile intégral dans la rue, et tu ne peux certainement pas faire une loi pour interdire le voile dans les compétitions sportives. Tout ce que tu peux faire, c'est interdire l'ensemble des signes ostensibles de religion. Et alors là, on a quand même un problème. Aurore Berger est en train de nous dire que la ligne officielle du gouvernement, c'est d'interdire les signes ostentatoire, dit-elle, de religion, mais en réalité ostensible parce qu'on ne peut pas faire la distinction. Donc ça veut dire que d'après Aurore Berger, on va interdire aux sportifs et aux sportifs de porter une croix. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va y revenir dans un instant. C'est exactement ce qui s'est passé déjà en réalité. Lors des derniers Jeux Olympiques, l'État français avait décidé d'imposer la neutralité aux sportifs et sportives membres de l'équipe olympique. Les femmes qui souhaitaient porter le voile au sein de l'équipe olympique n'ont pas pu le faire. Par contre, personne n'a rien dit sur les nombreux athlètes qui affichaient un pendentif avec une croix bien visible pendant la compétition. Donc on voit bien ici, évidemment, combien est-ce que derrière la mise en avant d'une prétendue neutralité, en réalité, ce qui les dérange, c'est toujours la même chose. C'est le voile, c'est toujours la même chose, c'est l'islam. Et spécifiquement, ce sont les femmes musulmanes, et on va voir ça tout à l'heure, il y a quand même quelque chose de spécifique. Dernier élément de commentaire, Aurore Berger, les membres du gouvernement présentent comme tout à fait naturel de considérer que la neutralité va de soi sur un terrain de sport. Et c'est là où il faut quand même rappeler ce que ça veut dire la laïcité en France. Je vous rappelle que la loi de 1905 a consacré la neutralité de l'État en matière religieuse. Ce que cela veut dire, c'est que la neutralité religieuse s'impose aux agents de l'État. Cette neutralité religieuse, elle ne s'impose ni aux personnes privées, ni dans l'espace public. Si tu es un usager du service public, ou tout simplement si tu te balades dans un espace public, tu es tout à fait en droit de laisser voir ton appartenance religieuse. C'est garanti, consacré par la liberté de conscience, qui est elle-même édictée par la loi de 1905. La loi de 1905, la laïcité, c'est la neutralité religieuse. Ah, mais en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que les gens trouvent qu'elle est mal faite. Ah, oui, la laïcité, ça, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les gens considèrent qu'elle est mal faite parce qu'au final, ça nous permet de voir des musulmans et ils n'aiment pas ça. De l'État et de ses agents, et pas des citoyennes, des citoyens ou des usagers des services publics. Donc, en l'occurrence, quand on commence à dire que maintenant, ce sont les sportifs et les sportives qui vont se voir imposer une stricte neutralité religieuse, on est là dans une modification radicale de notre tradition de laïcité. Comment se fait-il dans ce cas qu'au moment des JO, la neutralité religieuse se soit imposée aux sportifs et sportives membres de l'équipe olympique? Eh bien, il y a une jurisprudence que l'on peut considérer comme tout à fait discutable, mais jurisprudence néanmoins du Conseil d'État, qui établit que les membres de l'équipe de France d'un sport quel qu'il soit représentent leur pays et sont donc considérés comme des agents de l'État, ou comme assimilés à des agents de l'État. À ce titre, s'imposait à eux la neutralité religieuse. C'est l'état actuel du droit. Je remarque que lors des derniers Jeux Olympiques, cette neutralité religieuse qui s'imposait aux sportifs et aux sportives ne s'est pas imposée de la même manière. Et encore une fois, les femmes qui voulaient porter le voile n'ont pas pu le faire. Les sportifs et les sportives qui se sont signés sur les terrains de sport, qui portaient une croix bien visible, ont pu le faire sans que ça ne pose de problème à personne. Pourtant, au regard de la neutralité religieuse, ces deux faits sont à mettre exactement sur le même plan. Par ailleurs, le Conseil d'État a consacré le droit pour une fédération d'imposer la neutralité religieuse aux praticiens de son sport lors des compétitions. Et c'est ainsi que la Fédération française de football a consacré dans son règlement intérieur l'obligation pour les femmes qui participent à une compétition officielle de la FFF de ne pas porter le voile. Si une fédération veut dire que la tenue doit respecter une stricte neutralité religieuse, la fédération a le droit de le faire. Pour les compétitions sportives seulement. Mais là, on est dans quelque chose de différent. Là, avec la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat et qui a le soutien du gouvernement, on n'est plus seulement dans l'idée de laisser les fédérations décider si elles veulent ou non imposer une neutralité religieuse à leurs pratiquants et leurs pratiquantes. On est dans le fait que l'État imposerait globalement à tous les sportifs et tous les sportifs dans une compétition officielle la neutralité religieuse. Ce serait une rupture majeure de la tradition française de la laïcité. Et donc on en est réduit à ce moment absolument ubuesque où ceux-là même qui prétendent défendre la laïcité et qui n'ont que ce mot à la bouche et qui ne cessent de nous renvoyer au visage l'idéal de 1905, en réalité, ce sont eux qui veulent faire évoluer, mais très profondément, la tradition française établie depuis 1905. Voilà où on en est aujourd'hui. Pour prendre la mesure d'à quel point est-ce que tout ça est éminemment problématique, je vous propose d'écouter Jordan Bardella. Je pense que le port du voile devrait être interdit, notamment dans les bâtiments publics. Je pense que la loi de 2004, elle devrait s'étendre non seulement à l'université, mais aussi aux mairies, aux écoles, plus largement aux accompagnatrices scolaires. Ça avait été évoqué il y a quelques semaines. Je pense que c'est un objectif à terme. C'est la fameuse fenêtre d'Overton. Tout le problème, évidemment, c'est qu'à partir du moment où revendiquer l'interdiction du port du voile dans des compétitions sportives devient la position mainstream, celle du gouvernement, l'extrême droite peut se permettre d'aller un cran plus loin. Et là, vous voyez que Jordan Bardella revendique l'interdiction du voile dans, à terme, tout l'espace public, y compris les rues. Évidemment, si ça va de pair avec un programme politique qui vise à museler le Conseil constitutionnel, à le vider de sa substance, comme voulait faire Pierre Gentillet, là, tout d'un coup, ça devient possible, bien sûr, ce sera la condition sine qua non, puisque tu ne peux pas cibler un signe religieux plutôt qu'un autre. Mais vous voyez comment est-ce que la fenêtre d'Overton est désormais grande ouverte, alors que le gouvernement réclame l'interdiction du voile dans les compétition. Jordan Bardella nous explique désormais qu'il va falloir interdire le voile tout court. Et donc là, vous voyez la violence absolue de la proposition de Jordan Bardella qui consiste à dire, écoutez, il faut choisir, si vous voulez aller faire renouveler vos papiers en mairie, il faudra enlever votre voile. Et donc, la brutalité de la proposition assumée ici par Jordan Bardella, c'est que si on tire le fil, c'est l'obligation imposée par l'État aux femmes musulmanes de se dévoiler. Si on tire le fil de Jordan Bardella, c'est pas simplement les bâtiments publics, c'est aussi les hôpitaux publics. Et donc, si tu veux te faire soigner dans les hôpitaux français, eh bien, il faut y retirer ton voile. Donc là, on voit bien la brutalité absolue, on voit bien la volonté qu'il y a derrière, qui est celle de contraindre les femmes musulmanes progressivement à enlever leur
leur voile. Dernier élément, voilà ce que la propagande française relayait en Algérie. N'êtes-vous donc pas jolie, dévoilez-vous. En pleine période coloniale, pour inciter les femmes musulmanes, les algériennes, à retirer leur voile. Là, vous voyez combien est-ce que cette question du voile, cette question du corps des femmes, cette question de rendre visible leur visage, leurs cheveux, vous voyez combien est-ce que c'est en réalité une obsession ancienne, une obsession coloniale française pour contraindre les maghrébines, les algériennes, à montrer leur corps. Et là, on voit que derrière, ce qu'il y a, c'est bien la résurgence d'obsessions coloniales. Ce contrôle sur le corps des femmes, et particulièrement sur le corps des femmes maghrébines, musulmanes, spécifiquement algériennes, mais pas seulement évidemment. Vous voyez bien que ça ne date pas d'hier, et que ça n'avait absolument rien à voir avec une quelconque lutte contre l'islamisme. En réalité, derrière, on retrouve tous les fantasmes coloniaux sur le corps des femmes maghrébines, cette question du voile. Vous voyez combien est-ce que derrière, il y a aussi plus généralement un relent néocolonial insupportable, une volonté de toujours contrôler le corps des femmes arabes, le corps des femmes anciennement colonisées. Combien est-ce ce qu'il dit là, ça pourrait être un CSC. Les gens pourraient dire CSC dans le monde musulman, justement, c'est eux qui les contrôlent parce que c'est imposé. Bon, là, il est parti un peu hors sujet. Il y a ce fantasme sexuel colonial des femmes des femmes cachées derrière un voile et dont on rêve de savoir ce qu'il y a. Vous voyez combien est-ce qu'il y a toutes ces représentations qui continuent d'exister encore aujourd'hui. Si je suis le premier à dire qu'il faut lutter pour le droit des femmes de se vêtir comme elles le désirent, et bien évidemment de lutter pour le droit des femmes de ne pas porter le voile dans les pays où elles y sont contraintes, l'Iran, l'Afghanistan. On voit là, au gré de ces archives, combien est-ce que ce débat en France revêt une connotation toute particulière. Ce qui est engagé, c'est des relents coloniaux insupportables qui nous ramènent vraiment aux heures sombres de la République française. Je voulais simplement proposer ce prolongement pour vous montrer combien est-ce que cette obsession qui est celle d'Aurore Berger, Jordan Bardella, article universitaire, mais combien est-ce que... Bref, dans tous les cas, ce que nous a apporté, c'est bon, le rapport fait par eux, on souffle.